La vie est une suite constante d'expériences. Plus on en fait, mieux c'est. Nous sommes Selma et Swazik de Séraphin.légal. Avec Parole de juriste, nous vous proposons de décortiquer pour vous les parcours de juristes d'entreprises inspirants. Ils vous partageront leurs réussites, leurs échecs, leurs doutes et tous les conseils utiles aux nouvelles générations de juristes. Notre objectif, vous mettre à disposition toutes les recettes pour progresser dans votre carrière de manière concrète. « 83% des juristes se disent insatisfaits de leur processus contractuel et j'imagine que certains d'entre vous en font partie. Oui, vous qui m'écoutez, vous qui en avez marre des tâches chronophages et fastidieuses sans aucune valeur ajoutée. Vous qui n'arrivez pas à retrouver certains contrats éparpillés dans les fichiers ou les ordinateurs de vos collègues. Vous qui rappelez pour la 20e fois à Pierre de l'équipe commerciale que c'est bien vous qui êtes en charge des contrats liés aux achats indirects. Ou encore vous qui avez été informé la veille pour le lendemain de l'échéance d'un contrat et qui n'avez pas pu le gérer aussi bien que vous le souhaitiez. Chez Séraphin.légal, nous pensons que tout ça n'a plus de place dans votre quotidien et notre logiciel de gestion de contrat est justement conçu pour vous simplifier la vie et celle de vos interlocuteurs. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous avons laissé toutes les infos en description d'épisode. Bonne écoute. Bonjour Delphine. Bonjour Selma. Comment ça va ? Ça va très très bien. Je suis très contente d'être dans vos studios aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. Oui, on est effectivement au studio module chez Morgane Prudhomme qui nous accueille toutes les semaines, qui monte Parole de juriste et qui travaille avec nous depuis bientôt 1 an, parce que ça va bientôt faire 1 an qu'on a lancé. Faut fêter ça. On va faire un épisode spécial. Ça va être chouette. J'ai quelques invités qui m'ont suggéré des idées. Je te confierai ça tout à l'heure. Je suis pas encore totalement à l'aise avec l'idée, mais pourquoi pas. Moi, je suis très contente de te recevoir parce que je trouve que tu représentes un dynamisme, un optimisme, une bienveillance qui est très chouette à voir. Tu communiques une énergie qui est vraiment hyper agréable. C'est pas du tout bullshit, c'est pas du tout la frayide, mais moi j'ai adoré le premier échange qu'on avait eu en février avec Swazik, où tu nous avais contacté pour nous dire que justement tu te lançais dans un nouveau projet, et puis la manière de prendre contact avec moi, et puis la manière d'échanger avec moi et avec Swazik aussi, et moi je trouve ça très chouette d'avoir des personnes qui, comme toi, ont occupé des postes dans des directions juridiques avec d'énormes responsabilités, d'avoir des personnes qui, au final, sont aussi très simples, parce qu'on en rencontre aussi parfois et puis certaines personnes, et puis c'est rare, mais qui mettent un peu de distance, et c'est important d'avoir de la distance, mais trop de distance et trop de forme parfois ça. Oui, moi je suis effectivement j'aime le contact humain, j'aime les gens en fait, et ça se sent, donc je suis très contente de te recevoir, et puis je vais quand même en profiter pour raconter une anecdote. En fait, il me semble il y a quelques mois, 6 mois, 8 mois, un truc comme ça, on échangeait avec tu avais commenté une de mes publications sur LinkedIn. Et donc, je me souviens plus, je pense que c'était un podcast, et tu faisais un compliment, ou en tout cas un retour positif. Et je réponds aux commentaires tout en étant au téléphone avec une commerciale qui s'appelle Virginie. Et je réponds merci Virginie. Et j'ai laissé ce commentaire pendant des heures, et puis je m'en suis pas rendu compte parce que je suis allée faire autre chose. Moi, ça m'a fait beaucoup rire en fait. Et je me suis sentie tellement mal. Mais non, mais moi ça m'a vraiment fait rire. Et c'est pour ça que je t'avais fait un petit message privé avec des gros smileys, parce que ça m'avait vraiment fait beaucoup rire. Et c'est devenu une private joke entre nous, effectivement. Donc ce message privé où tu me dis, en fait, je ne m'appelle pas Virginie, mais je m'appelle Delphine. Donc aujourd'hui, je t'appelle toujours Virginie pour la blague. Donc, Virginie, Delphine, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Tu es qui, d'où tu viens, qu'est-ce qui te passionne ? Bien sûr. Écoute, voilà, je suis Delphine Bordier, j'ai 47 ans, et alors, pour me présenter, j'ai fait des études de droit à Paris, et j'ai fait l'EFB aussi à Paris, mais en fait, avant d'être parisienne, entre guillemets, j'ai beaucoup bougé. En fait, je suis, je sais pas si je peux dire provinciale, mais voilà, j'ai habité à Lille,
Je suis née dans Seine-Saint-Denis, j'habitais Lille, j'habitais Grenoble, j'habitais Amiens, j'habitais Dijon, j'habitais Paris, donc, et puis ensuite à l'étranger, Montréal, Londres. Donc je suis un peu globe-trotter, on va dire, de par, c'était mes parents qui bougeaient beaucoup, mais ça a aussi forgé ce que je suis aujourd'hui en fait. C'était dû à leur profession. Voilà. Ouais. Donc je savais en arrivant en fait dans une ville qu'on allait en repartir. Je le savais d'avance, mais c'est vrai que c'est pas facile quand on est enfant de se refaire toujours, de se reconstruire un écosystème, des amis, mais voilà, ça forge aussi. Et puis aujourd'hui, j'ai un mari qui est super. J'ai 2 enfants ados dont je suis très fière. Et puis voilà, j'aime la vie, j'aime ce qu'elle offre, j'aime rire, j'aime beaucoup rire. Et les fous rires me manquent en temps de Covid en fait, parce qu'on voit moins les gens, mais j'aime bien avoir des fous rires. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux dire pour me définir ? J'aime beaucoup apprendre et transmettre. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé Tout droit, tout simple, le podcast et le site. La chose peut-être que je peux dire un peu plus intimement sur moi, c'est ce qui a marqué alors mon enfance, mais aussi encore aujourd'hui, donc je suis plus enfant, mais c'est ce qui a marqué aussi ma famille, c'est la Shoah. Parce que moi, je suis d'origine juive, des 2 côtés, de mon père et de ma mère. Et en fait, une partie de ma famille a été déportée pendant cette période. Et ça a été tout le temps omniprésent, en fait, dans ma famille, ce sujet. Et en même temps, c'était omniprésent et on n'en parlait pas. Enfin, c'est quelque chose qui était assez... pas tabou, mais même mes grands-parents en parlaient très peu. Mais voilà, moi j'ai été quand même bercée entre guillemets par tous ces documentaires, ces sujets, etc. Donc c'est un peu lourd. Bon, donc voilà. Et finalement, tu avais l'impression de plus voir ça à travers les documentaires qu'à travers les récits que tu avais avec ta famille, puisque c'était un sujet compliqué à aborder. Oui, mais j'en ai beaucoup trop vu peut-être, mais et lu aussi parce que j'ai beaucoup lu sur les sujets des grands auteurs, etc. Mais c'est vrai que je suis assez effrayée aujourd'hui de voir ce qui se passe en France parce que il y a quand même des relents d'antisémitisme qui reviennent et ça me fait peur en fait. J'ai récemment interviewé la présidente de la commission des lois, Yael Braun-Pivet, qui est aussi d'origine juive et qui a reçu des menaces terrifiantes vraiment. Et ciblé aussi sur l'antisémitisme, et ça m'a vraiment choquée en fait. Enfin, voilà. Donc ça c'est un sujet un peu délicat pour moi. Mais maintenant que j'ai bien cassé l'ambiance. Non, j'avais pas de question. Et merci d'ailleurs d'en parler. Je trouve que c'est important. Ouais, mais c'est pas des sujets. C'est pas effectivement un sujet sur lequel je parle facilement. J'en parle très peu. Mais voilà, aujourd'hui. Voilà, on est entre nous, on va dire. Mais c'est vrai que ça me marque encore aujourd'hui parce que il y a cette ambiance et cette actualité qui revient sur la scène et c'est pas très joyeux, quoi. Et ton message, ce serait, ton constat sur ça ou ton explication de ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que le devoir de mémoire est pas assez. Je pense qu'il est présent, mais. L'explication, faudrait 3 podcasts pour géopolitique avec des pontes là-dessus pour les expliquer. Mais il y a aussi, je dis pas du tout que c'est la faute des médias parce qu'ils font aussi bien leur travail, mais il y a aussi donner beaucoup la parole à des personnalités qui insufflent ça. Les réseaux sociaux aussi sont les fake news. Enfin tout ça, c'est quand même assez préoccupant, quoi. On se sent permis de dire tout et n'importe quoi, et puis derrière sa feuille, quand on envoie un message de haine à une députée ou un député, c'est beaucoup plus simple. Et puis souvent, c'est aussi c'est que les gens, je pense, qui font ça, peut-être ne savent pas vraiment. Enfin, en fait, c'est donc c'est juste de la répétition de choses qu'ils ont entendues, et c'est ça qui est dangereux, très dangereux. Mais voilà. Donc voilà. Mais pour un sujet, pour revenir à un sujet un peu plus enthousiasmant, parce que c'est un petit peu triste. Voilà, l'année 2021 pour moi a été assez marquante.
alors personnellement et professionnellement, mais surtout personnellement, parce qu'il y a eu deux grands sujets qui m'ont occupée en fait. J'ai mis une petite pause à mes missions de management de transition en 2021 pour aider mon mari dans son projet entrepreneurial, parce qu'il avait beaucoup de sujets juridiques. Donc, je l'ai aidé là-dessus. Donc, on a racheté une librairie, on a créé une librairie en ligne. Enfin, voilà. Donc, j'espère que tu as facturé. Même pas. Non, même pas. Et l'autre sujet qui m'a beaucoup occupée, c'est justement de créer ce site d'abord, Tout droit, tout simple, et ce podcast. Au départ, le but, c'était vraiment d'aider les étudiants et les jeunes juristes à passer un peu du monde académique, très académique, au monde professionnel. Donc, leur donner un peu des clés, décoder le monde de l'entreprise, leur donner une vision des métiers du droit. Et puis aujourd'hui, je continue le podcast. Je pense qu'on l'a lancé les nôtres quasiment en même temps, donc c'est assez marrant. Fin février, c'est ça? Voilà, moi c'était mars, mais voilà, c'était et voilà. Et donc aujourd'hui, Tout droit tout simple, ça m'occupe quand même pas mal de mon temps, mais c'est du bonus en fait. C'est pas mon activité professionnelle puisque je continue maintenant mes missions de management de transition et en tant que directrice juridique, mais surtout de LegalOps puisque maintenant j'ai plutôt orienté ma carrière professionnelle vers les legal operations. Voilà. Oui, on va en parler. C'est un sujet qui est hyper intéressant et qui intéresse. Et d'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui écoutent Parole de juriste à aller écouter Tout droit, tout simple parce que c'est des sujets hyper intéressants que tu abordes à travers tes invités sur des orientations. Et c'est pas uniquement pour des étudiants. Je pense que en tant que professionnel, on peut s'y retrouver aussi. Donc, oui, effectivement, au départ, je pensais que c'était plus les étudiants qui allaient écouter. Et en fait, je me suis aperçue que c'était aussi des juristes dans le monde professionnel ou voire même plus expérimentés. Donc, c'est plutôt sympa d'avoir un public varié. Ouais. Donc, c'est chouette. Et alors, Delphine, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant? Moi, je voulais être ophtalmologue. D'accord. C'est hyper... Ok. C'est hyper sérieux. Mais pendant super longtemps, en fait, j'ai voulu... En fait, j'ai eu des lunettes très, très jeunes. Ouais. Et donc, j'allais régulièrement chez l'ophtalmologue ou ophtalmologie, je sais pas comment... Je sais plus que... Chez l'ophtalmo. Ouais, chez l'ophtalmo, on va dire. Et en fait, les machines me fascinaient. Mais vraiment me fascinaient. Et ils faisaient tourner leurs trucs. Enfin, c'était et quand ils me regardaient les yeux, j'avais l'impression qu'ils voyaient tout ce qui se passait dans mon cerveau. Enfin, j'étais petite, hein. Et donc ça me fascinait. Oui, c'est ça. Et longtemps, en fait, la médecine vraiment m'a vraiment appelée. Ouais. Bon, et puis après, je me suis aperçue quand même que j'avais pas trop le niveau en sciences. Donc je dis bon, on va faire un bac plutôt économique pour être plus raisonnable. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai bifurqué. Mais pendant très longtemps, je voulais effectivement être ophtalmo. Tu voulais avoir le pouvoir sur les gens. Voilà, je voulais voir ce qui se passait dans les gens. Ok, ophtalmo. Je pense que c'est la vocation la plus sérieuse qu'on a eue depuis le lancement du podcast. Je voulais devenir ophtalmo. Pourquoi pas? Bon, après, il y a eu d'autres choses avant, mais ça m'a marqué parce que ça a duré longtemps en fait. Ok, bon. je retiens, je note. Je ne juge pas malgré ton étonnement. Je vois tes yeux qui justement qui... Et justement, tu t'as pas été, enfin, tu as un passé d'avocate puisque tu n'as pas commencé ta carrière en tant que juriste. Tu as exercé pendant 7 ans la profession d'avocat en France, au Canada, dans des cabinets réputés, et on peut citer Hogan Lovells, je prononce bien. Ouais. Et tu as quitté cette robe, ce prestige dont on parle de temps en temps dans les épisodes, pour rejoindre le monde un peu moins prestigieux, entre guillemets, mais il est tout aussi prestigieux, de l'entreprise, chez CECA, ou ça se prononce CK? CK, qui est une entreprise du groupe Arkema. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette expérience, non pas chez CK, mais en cabinet d'avocat, parce que c'est quand même hyper important. C'est les 7 premières années de ta carrière qui t'ont forgé. Qu'est-ce que ça t'a appris? En fait, j'ai pas trop réfléchi quand j'ai fait mes études de droit. C'était un peu pas une évidence, mais d'abord je connaissais pas tous les métiers du droit, donc évidemment on parlait beaucoup du métier d'avocat, de magistrat, et encore assez peu du métier de juriste d'ailleurs. Mais donc j'avais fait des stages en cabinet quasiment toutes les années.
Et ça a été un peu, pour moi, l'autoroute. C'est-à-dire que je suivais un peu la voie, entre guillemets, facile. J'avais fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de droit. Et puis après, je me suis dit, je vais essayer le CFPA. Il se trouve que je l'ai eu. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On continue, en fait. Parce que autant tenter. Donc, en fait, c'était pas vraiment un projet professionnel très réfléchi. Enfin, évidemment, je m'intéressais au sujet, bien sûr, mais voilà. Donc, c'est venu assez naturellement, entre guillemets. Et en plus, je connaissais pas le milieu de l'entreprise parce que j'avais pas réussi à faire de stage en entreprise. J'avais fait que des stages en cabinet. Donc, finalement, je me suis un peu laissée porter comme ça. Donc, j'ai commencé en cabinet, dans un cabinet franco-allemand pendant 1 an, où j'ai fait du droit de l'informatique. Et puis j'ai eu l'opportunité en fait au bout d'1 an il y avait encore un peu de formation continue avec le FB. Il proposait des stages, enfin des expériences à l'étranger à ce moment-là. Et moi j'ai sauté sur l'occasion et je me souviens très bien en entretien, il m'avait demandé mais vous seriez prête à partir même en janvier à Montréal ? Oui, pas de problème. Tout de suite. Tout de suite, je signe. Effectivement, je suis partie en janvier avec mes petites bottines et mon petit manteau parisien. Et je suis arrivée à -40. Là, j'ai moins rigolé. Mais je me souviens très bien parce que mes collègues m'ont regardé et dit bon, alors là, il va falloir aller s'acheter des vêtements. Et voilà, donc je suis arrivée effectivement en plein mois de janvier à Montréal, et je suis restée 1 an dans ce cabinet et c'était une expérience vraiment géniale. Enfin, j'ai adoré. Et à ce moment-là, donc tu avais déjà prêté serment. Oui. Ça faisait déjà 1 an que tu étais avocate, c'est ça ? Exactement. Et tu arrives donc à Montréal, dans un barreau qui est donc différent. Est-ce qu'il y a des différences en termes d'exercice ? Comment tu as vécu ? Oui, alors il y a des différences, mais ce qui fait la spécificité du Québec, d'ailleurs j'ai fait un épisode là-dessus sur Tout droit tout simple, mais c'est que ils ont, enfin, la base du droit privé c'est le civil law et le droit public c'est le common law. D'accord. Moi par chance j'étais dans le droit privé, donc j'étais plutôt dans le civil law. Mais c'est vrai que ils ont cette dualité, donc moi que je maîtrisais pas parce que j'avais pas cette connaissance du common law, donc j'en ai pas tellement eu besoin. Mais c'est vrai que voilà, j'étais sur des dossiers plutôt droit d'auteur, avec des productions de musique, des sociétés de gestion collective. Enfin voilà, et j'ai été avec des associés qui étaient vraiment formidables et que je revois encore aujourd'hui, 20 ans plus tard. Donc c'était vraiment une expérience formidable. Et en plus, c'est là où j'ai rencontré mon futur mari. Donc voilà. Excellent. Voilà. Qui lui aussi était dans français. Français. Non, pas du tout avocat, qui était français, qui faisait son VIE là-bas, et voilà, on s'est rencontrés là-bas. Merci Montréal. Merci Montréal. Voilà. Exactement. Et qu'est-ce qu'on apprend quand on est jeune avocat, et même plus que tout jeune, parce que ça a duré 7 ans. Qu'est-ce qu'on apprend pendant ces 7 ans qui nous sert derrière en direction juridique ? Mis à part bien savoir suivre ces avocats quand on arrive en AJ. Ouais. Moi, ce que j'ai vraiment appris en cabinet, c'est une méthode. C'est une méthode de travail, une rigueur. Aller au fond des dossiers, mais vraiment au fond du fond, enfin jusqu'à ce qu'on puisse plus vraiment te titiller sur un sujet. Le sens du détail, les recherches très poussées, ça c'est vraiment ce que j'ai appris en cabinet, notamment chez Hogan Lovells où je travaillais avec des associés qui étaient vraiment brillants. Et ça, je l'ai gardé après parce que cette méthode-là, on la garde toujours en fait. Donc ça c'est vrai que, et puis il y avait aussi une solidarité d'équipe parce que en cabinet il y a quand même assez peu de hiérarchie. Donc il y a les associés et puis il y a les collaborateurs et donc les collaborateurs ils sont quand même assez soudés et c'est assez sympa de voilà. Donc ça a été une expérience effectivement de 7 ans, ce qui est assez long en fait. Je dis que c'est assez long. Je dis ça parce que après effectivement pour bifurquer en entreprise, quand on a une expérience trop longue en cabinet, ça peut être compliqué. Et ça a été mon cas, ça a été un petit peu compliqué. Pourquoi ? Ça a été compliqué parce que justement, quand j'arrivais en entretien en entreprise, donc ça se passait bien, sauf que j'avais souvent, je sais pas si aujourd'hui c'est comme ça, mais moi j'avais souvent ce retour... écoutez, oui, vous avez un très beau parcours, etc. Mais est-ce que vous allez vraiment pouvoir vous adapter au monde de l'entreprise ? Vous connaissez pas l'entreprise, quoi. Oui,
Mais en même temps, je pense que quand on a la tête bien faite, on peut s'adapter à l'entreprise. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était pas un handicap et c'était vu comme ça du côté de l'entreprise souvent au début. J'avais pas fait de stage en entreprise, je connaissais que le monde du cabinet. Ça faisait 7 ans, donc on est quand même très très catalogué. Et ça a été compliqué. Et est-ce que à ce moment-là, on recrutait à l'époque, j'allais dire. Petite pensée pour Swazik. Voilà, si tu nous écoutes, Swazik. Est-ce que à ce moment-là, on recrutait autant d'avocats qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est un peu le chemin inverse. Je pense pas. Ouais. Je pense que c'était. Alors après, ça dépendait aussi beaucoup du directeur juridique, s'il avait envie d'avoir effectivement dans son équipe ou pas des avocats, s'il était entre guillemets pour ou contre, voilà. Mais c'est vrai que moi, je l'ai ressenti ça. C'était pas si simple. C'était pas vous êtes avocat, c'est super, venez quoi. Ouais. C'était pas ça le welcome. Et donc, tu devais avoir une trentaine d'années quand tu as quitté la profession d'avocat. Donc, tu arrives un dimanche, un déjeuner de famille avec tes parents et tu leur annonces que Hogan Lovells, tous ces cabinets avec la superbe moquette qui ont pignon sur rue, la robe, tout ça, c'est fini. Maman et papa pourront pas dire fièrement moi ma fille elle est avocate. Comment ils ont réagi face à ce changement de parcours. Changement de parcours face à cette décision plutôt, pardon. Alors ma famille m'a vraiment soutenue. Enfin, j'ai pas eu de remarques particulières. Je pense qu'ils savaient peut-être parce qu'ils me connaissaient bien que finalement c'est ce qui allait me correspondre et que j'allais être contente dans un autre écosystème. Donc la famille, j'ai vraiment pas eu de remarques du tout. Ok, je pose cette question parce que c'est souvent dans les jeux des profanes qui sont pas dans le milieu juridique. Être avocat, c'est vraiment le Graal. C'est que tu sois avocat dans un petit cabinet ou dans un grand cabinet, mais vraiment, ça représente quelque chose. Et donc, je me demande souvent quelle est la réaction que peuvent avoir les familles face à ça. Mais très bien. Si ils n'étaient pas nécessairement. Ils n'étaient pas affolés du tout. Ouais. Non, vraiment pas. Ouais, non, vraiment pas. Mais par contre, j'ai vu la différence. Moi, quand j'ai quitté la robe entre guillemets, le regard de mes clients. C'est-à-dire que quand on est avocat et je me souviens, des fois j'allais plaider, j'avais la robe, on vient vous voir, bonjour maître. Enfin, il y a c'est quand même très très formel. Et vous enlevez la robe et vous êtes en entreprise, vous dites que vous donnez les mêmes conseils. Ça n'a pas le même impact. Non. Donc ça, j'ai vu la différence par contre. Vraiment. C'est intéressant. Au début, c'est pas que c'est choquant, mais c'est perturbant. Et comment tu t'expliques ça ? Il y a effectivement le prestige déjà du titre, je pense, avocat, expert. Juriste, aujourd'hui, comme il n'y a pas de statut de juriste d'entreprise et qu'on peut être juriste après une licence ou un master, il y a moins de... Je sais pas, je t'explique comme ça, mais c'est vrai qu'en entreprise, parfois, et moi j'ai lutté vraiment contre ça en entreprise, le juriste est parfois un peu malmené, mais c'est aussi au juriste de s'imposer et ça change, ça change beaucoup, mais effectivement ça aussi je l'ai vécu, le manque de considération, de reconnaissance du juriste, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il était là. Présent. Il est présent. Et après, je trouve que ça évolue vraiment dans le bon sens. Bien sûr. Mais ça a dû te faire un petit choc de passer d'une stature où en fait ta parole faisait limite office, tes conseils faisaient limite office de vérité absolue et derrière d'être challengé. Et c'est un peu aussi le monde, c'est ça aussi le monde de l'entreprise. En fait, on vient pas chercher le même conseil et c'est pas la même. Mais en fait, posture. c'est ça qui m'a plu, c'est pour ça que je suis restée, je pense. Ouais. Parce que aussi, je cherchais beaucoup ce contact avec les opérationnels que j'avais pas du tout en cabinet. En plus, moi, j'étais quand même assez junior en cabinet, même si j'avais 7 ans d'expérience et qu'on m'appelait senior, j'étais quand même pas très senior. Et en fait, quand j'étais en cabinet, moi, mes interlocuteurs, c'était soit des juristes d'entreprise, soit d'autres avocats. Mais j'avais jamais en face de moi
des opérationnels de l'entreprise. Enfin, j'étais pas au cœur du réacteur. Je savais pas comment fonctionnait l'entreprise. Je savais pas où allaient mes opinions juridiques. Je savais pas. Enfin, et ça, c'est assez frustrant quand on est jeune avocat, parce que effectivement, on produit des choses intellectuellement super intéressantes. Mais so what? Enfin, ça devient quoi? Qu'est-ce qui se passe derrière? Et ça, on sait pas. Et en entreprise, c'est tout l'inverse. Et c'est souvent toutes les personnes qu'on a reçues sur Parole de juriste et qui ont été avocats avant nous ont pratiquement toutes expliqué que ils avaient ce besoin de savoir en fait ce qui se passait derrière et... Après, c'est un besoin qu'on ressent ou pas. Et c'est pour ça qu'on change, soit on change pas, et voilà. Moi, c'est vrai que j'avais aussi ce besoin-là. Et puis aussi, il y avait autre chose, c'était que j'avais envie d'avoir des sujets plus variés. Moi, j'étais très spécialisée, je suis encore, mais en propriété intellectuelle, une matière que j'aime beaucoup. Mais j'avais aussi, à un moment donné, envie d'avoir un spectre beaucoup plus large que ça. Et la seule façon de le faire, c'était d'aller en entreprise, parce que sinon, dans les cabinets, on me reproposait la même chose, en fait. Oui. Et c'est ce que tu as fait justement en 2006 quand tu t'as rejoint CK. C'était ton premier poste à responsabilité en plus. Donc tu arrives, 7 ans d'expérience en tant qu'avocat, tu arrives chez CK, responsable juridique. De ce que je comprends, après avoir stalké ton profil LinkedIn, il y avait tout à construire. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas de direction juridique. Ça a été quoi tes premiers chantiers à l'époque? Alors, c'était des énormes attentes, en fait, de la part de tous les opérationnels et du directeur général, qui voulait vraiment quelqu'un dédié à sa filiale. Parce qu'en fait, CK, c'est une filiale du groupe Arkema, et il voulait quelqu'un dédié pour sa filiale. Parce qu'avant, tout le juridique des filiales était géré par le groupe. Exactement. Okay. Et lui a décidé, non, en fait, moi, je voudrais mon juriste parce que, je sais pas... il y a des sujets bien spécifiques, ça allait pas forcément assez vite, ou il y avait pas assez de monde, voilà. Donc il a décidé ça. Effectivement, il y avait tout à faire. Donc je me suis retrouvée toute seule. Création de poste, 31 ans, moyenne d'âge un peu plus âgée que 31 ans, je vais dire, dans l'industrie chimique, très masculin. Voilà, donc ça c'était le tableau. Et en fait, j'étais sur tous les fronts et j'ai eu l'impression, enfin au début c'était ça, il y avait une attente, et il y a quelqu'un qui est arrivé, ils ont ouvert les vannes en fait. Ouais. Et là, ils ont tout lâché sur moi. Et puis, débrouille-toi, quoi. Donc, il a fallu faire face à l'afflux des demandes très vite. Et c'est là où j'ai commencé, en fait, à faire du legal ops. Parce que je ne pouvais pas faire face toute seule à ce flux et il fallait déjà le filtrer. Ouais. Enfin, il fallait faire quelque chose, quoi. Et avant ça, d'abord, il fallait comprendre l'entreprise. Parce que moi, je venais effectivement du monde du cabinet. Donc, il m'a fallu quelques mois pour comprendre les différents business. Enfin, voilà. Donc, ça m'a pris un peu de temps. Mais en fait, j'ai adoré. Parce que je rencontrais des gens, mais super différents, très tournés aussi dans l'international, parce que c'était des sujets et des business, très tournés vers le Moyen-Orient notamment. Et donc, c'était assez excitant, en fait. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, à créer, entre guillemets, des workflows, ça paraît tout bête, hein, mais là on est je vais pas dire à l'époque, mais on est quand même en 2007. Ouais. Donc les legal tech, tout ça n'existe pas. Donc il a fallu faire un peu à l'ancienne, à la mano, avec des formulaires Excel et l'aide de la DSI. Mais ça marche, ça marchait. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Ouais, voilà. Je me tire un peu une balle dans le pied, mais exactement. Ça marche encore. Mais ça marche encore. Donc, voilà, c'était beaucoup de contrats, de la formation, parce qu'il faut expliquer aussi aux gens, c'est là où moi, j'ai commencé aussi à comprendre qu'il fallait faire beaucoup de formations internes pour montrer qu'on avait une utilité, en fait. Ouais. Parce que les gens, en plus, avaient peur des juristes. Donc, ils faisaient tout pour éviter... Ils voulaient envoyer les sujets et avoir leur tampon « OK, juriste ».
du juridique, mais en fait, ils voulaient pas vous expliquer les sujets, ils avaient peur, en fait. C'est pas qu'ils voulaient pas, c'est qu'ils avaient peur. Et moi, je disais, mais non, mais je suis là pour ça, en fait. Et donc, ces formations-là, moi, m'ont aidé beaucoup à créer le lien avec les opérationnels. Et après, voilà, le plus beau compliment, c'est, ah ben voilà, maintenant, je sais à quoi sert un juriste, j'ai plus peur de venir. Enfin, c'était génial. Donc, ça, pour moi, c'était vraiment une expérience formidable. Enfin, vraiment, c'était, ouais, c'est ça. Et puis, c'est là où, après, j'ai eu ma première stagiaire, Capucine, si tu nous écoutes, et qui est maintenant responsable juridique. Capucine, voilà. Comment ? Loison. Donc, voilà, que je revois aussi. Donc, non, c'est vraiment une chouette expérience, vraiment. Et quel est le conseil que tu donnerais justement à un juriste qui rejoint une filiale dans laquelle il doit créer une direction juridique, tout en sachant qu'il y a une holding tout en haut et qui a aussi une direction juridique qui, initialement, gère cette partie-là. Est-ce qu'il y a des choses à savoir, à faire, à ne pas faire ? Comment se passe justement cette relation de direction juridique groupe, direction juridique filiale ? Moi, ça s'est bien passé parce que, en fait, la direction juridique groupe avait pas trop envie de mettre son nez dans les sujets de la filiale parce qu'ils n'avaient pas le temps, en fait. Donc, voilà, ils avaient leurs sujets, ils en avaient beaucoup. Donc, en fait, pour eux, c'était plutôt aussi bien qu'il y ait quelqu'un qui arrive pour les soulager de ces sujets. Donc, moi, j'ai pas eu vraiment ce problème-là. Et t'as pu t'appuyer un peu sur eux au début ? Oui, ils m'ont aussi aidé à comprendre un peu pas les sujets, mais en tout cas le groupe. Enfin voilà, et puis les interlocuteurs. Donc ça m'a aidé. Et puis parfois un petit modèle de contrat ou voilà, donc ça aide. C'est quand même et ça faut pas le négliger du tout. Enfin autant le réseau interne, moi je trouve que c'est ça qu'il faut vraiment développer, mais pas seulement dans le département juridique. Le réseau interne au sens très large du groupe. Et ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Ok. Premier conseil, bien développer ce réseau interne. Et ça commence par des petites choses, mais aller prendre un café, un déjeuner, aller déjeuner avec des gens que vous ne connaissez pas. Mais il faut le faire, vraiment. Parce que le jour où vous avez besoin d'eux ou d'un conseil, je sais pas, en finance ou en compta, vous êtes bien content parce que sinon, aller le voir comme ça, c'est compliqué. Donc, Ok. Très bon conseil. On va passer à une partie du podcast qui va être chouette parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à rédiger ces questions, mais comme toutes les autres questions, mais là en plus c'est un monde qu'on n'a jamais évoqué. J'ai appelé cette partie du leader des runways au leader de la banque d'image. J'avais l'impression d'être dans le diable s'habille en Prada. Oui, il y a un peu de ça. Mais donc voilà, en 2012. Tu rejoins Elite Model World pour occuper le poste de directrice juridique France. Le mannequinat, tout le monde connaît Elite, forcément. En tout cas, on est nombreux à connaître Elite, cette agence de mannequins qui organise notamment un concours chaque année dans différents pays, régions du monde, pour sourcer les futurs pépites des runways. On va y aller encore une fois. Et justement, le mannequinat, c'est vraiment le champ lexical des strass, des paillettes, du glamour, des fashion week. Enfin, voilà, c'est quelque chose de très glamour. Et on connaît tous une amie. Moi, j'en connais une, et je pense à elle, Yasmina, qui, adolescente, a rêvé de devenir mannequin et qui a tenté sa chance au concours Elite. Et d'ailleurs, qui vit aujourd'hui à New York, elle aurait pu y être, et qui est trader aujourd'hui, donc ça n'a rien à voir. C'est marrant. Explique-moi comment tu fais pour décrocher ce poste. Comment ça se passe? Effectivement, passer de la chimie au monde du mannequinat, c'était pas d'une évidence. Pas du tout. Non, dis-moi. En fait, on m'a chassée. On est venu me chasser et à un moment où j'avais probablement envie de changer parce que ça faisait 6-7 ans aussi, voilà, ça doit être ça, 6-7 ans, il se passe un truc à chaque fois. J'avais envie de changer et on est venu me chasser, je crois que c'était sur LinkedIn. Au début, je me suis dit, mais non, mais je me suis dit, non, mais elle a dû se tromper elle a dû se tromper de cible ou je sais pas. Moi. Non. Et en fait, ce qui l'intéressait dans mon profil, c'était ce que j'avais fait avant, c'est-à-dire tout le côté propriété intellectuelle. Donc, j'ai commencé à passer les entretiens. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais aller voir, puis on verra bien. Enfin,
Voilà, donc c'est venu comme ça. Et puis, au fil des entretiens, finalement, il se trouve que j'ai été prise. Et c'est vrai que quand on m'a annoncé, j'étais hyper contente. Mais t'en parles comme si t'étais surprise qu'on puisse te... Mais parce que oui, parce que comme j'avais eu avant un peu de mal à faire ce passage avocat juriste, je me suis dit ok, là je reste dans l'entreprise, dans le monde de l'entreprise, mais enfin la chimie au mannequinat, il y a quand même beaucoup d'employeurs qui recherchent un peu des clones, c'est-à-dire vous êtes chez Danone, vous allez chez Unilever, vous avez, donc c'est vrai que je me suis dit c'est un peu bizarre quoi comme et d'ailleurs, il y a beaucoup de chasseurs après sur mon CV qui m'ont dit mais c'est un peu bizarre. Vous rentrez pas dans les cases. Oui, ça rentre pas dans les cases. Non, effectivement, ça rentre pas dans les cases. Mais c'est aussi ça qui m'a plu en fait. Je pense que j'avais besoin en fait, j'aime faire ces grands écarts de secteur en fait. J'aime bien changer de secteur. Et en fait, le droit permet ça. Donc, pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on a été dans la chimie qu'on est resté dans la chimie pendant 40 ans. Non. Heureusement. Non. Donc, no offense pour la chimie. Mais... Voilà, exactement. Donc, moi, j'ai trouvé ça plutôt... j'ai pris ça comme un challenge. Et après, voilà, c'est pas forcément le monde des paillettes et tout ça, c'est pas forcément moi. Enfin, je veux dire, c'est pas... Mais... on ne rit pas. mais voilà, après, je me suis dit, pourquoi pas, ça va être une expérience, ça va être sympa. Voilà. Vraiment, je l'ai pris comme ça, en fait. Ok. Et t'arrives directrice juridique en France. En quoi consistait ton poste ? C'était quoi le quotidien de la DJ France Alors en fait, c'est très varié parce que contrairement à ce que je pensais, j'ai pas du tout fait que de la propriété intellectuelle. Okay. À ce moment-là, il y avait beaucoup de sujets de licensing, c'est-à-dire que Elite a beaucoup de produits dérivés de marque Elite, donc ça passe par les sacs, les vêtements de sport, les maquillages, les montres, etc. Et il fallait trouver des nouveaux partenaires parce que les anciens ça marche plus trop, donc il fallait refaire toute la stratégie en fait licensing. Donc ça c'était super intéressant. Donc il y avait effectivement de la propriété intellectuelle, mais il y avait aussi beaucoup de contrats, droit des affaires, etc. Il y avait aussi quelques litiges. Il y avait tous les contrats effectivement de mannequinat. Il y avait les contrats d'égérie. Il y avait le contrat, tous les contrats avec les mannequins dans 70 pays pour le concours Elite Model Look. Ça prenait quand même un peu de temps. Donc c'était la France qui gérait tous les contrats. Ouais, okay. Ouais. Et puis après, il y avait la gestion du portefeuille de marque. Et là, il y avait pas mal de travail aussi, parce que effectivement, Elite ou le E de Elite, faut le protéger et il y avait beaucoup de choses à faire. Donc s'assurer qu'il n'y ait pas de contrefaçon. Voilà, exactement. Okay. Voilà. Et surveiller la marque, en déposer dans les pays où on se développait. Enfin, voilà. Donc effectivement, il y avait quand même des sujets très. Puis il y avait effectivement du droit à l'image, etc. Mais il y avait quand même des sujets aussi droit des affaires. Il y avait aussi des procédures d'arbitrage, de médiation. Enfin voilà. Donc c'était quand même assez varié, finalement. Ok. Et moi, ce qui me paraît quand même le plus important, c'est de savoir est-ce que tu avais accès à la Fashion Week Oui. Est-ce que tu étais à côté de Anna Wintour? Non, mais surtout, j'étais au final de Elite Model Look. Et à chaque fois, c'était des vrais spectacles. Ça, c'était vraiment incroyable. Donc, ça, c'était plutôt sympa. Et puis, il y avait aussi des anecdotes assez rigolotes, quoi. Enfin, c'est vrai que passer du monde de la chimie à ça, ça m'est arrivé, par exemple, je me souviens très bien. J'étais en train de travailler sur un sujet d'arbitrage, donc un petit peu sérieux quand même, il faut un peu de concentration. Et tout d'un coup, j'entends dans le couloir une chanson, mais à fond la caisse. C'était Call Me. Call Me, je ne me souviens plus de son nom, on le retrouvera. La chanson Call Me à fond. Et je vois passer dans le couloir une jeune femme en maillot de bain. Mais vraiment à 3 cm de moi, parce qu'en fait moi j'étais près du couloir, c'était une petite open space,
Et alors là, je me suis... enfin voilà, c'était ce genre de truc parfois qui arrivait en plein milieu de nulle part, en plein milieu d'un dossier. Pas, vous avez... Et toi, t'étais en plein arbitrage. Ouais, j'étais en plein arbitrage. Bon, ok. Donc pour se remettre dedans, c'est compliqué. Voilà, il y avait ce genre de trucs. Ou alors parfois des cris du président qui tout d'un coup disait mais non, enfin des petits coups de gueule comme ça. Enfin c'était pas méchant, mais voilà. Donc effectivement, c'est un monde où faut pas être surpris, voilà, de ce qui peut se passer, ce qui peut arriver dans une journée, parce que ça peut être ça, voilà. Et alors, comment on perçoit le juridique dans le monde de l'agence de mannequinat ? J'étais plutôt bien accueillie, mais c'est Mars et Vénus, quoi. Pour eux, c'est un peu boulet, quoi, le juridique. Hein. Ouais. C'est pas non plus. Ils sont pas attachés plus que ça au juridique, mais ils savent très bien qu'ils en ont besoin et que voilà. Donc parce qu'ils se sont construits sans. Au départ, oui, ils sont construits effectivement sans. Donc après, il a fallu structurer tout ça et puis c'est pas simple parce que autant. Parfois, il y a des contrats où en face, vous avez effectivement des juristes aguerris qui vont négocier des contrats d'égérie pour des stars. Parfois, non, c'est juste une petite minette qui est mannequin à 15 ans et donc c'est pas du tout le même public quand même. Hein. Donc il faut s'adapter, il faut expliquer, il faut être diplomate. Voilà, donc c'est vrai que le juridique... est quand même très important pour eux, parce qu'ils ont vraiment des énormes besoins de protection de marque, et de contrat, et pas de franchise, mais de licence. Mais voilà, s'ils pouvaient s'en passer, ils s'en passeraient, comme beaucoup. Hein. Ouais. Oui, ok. Et je pense qu'il y a aussi une part de responsabilité dans la manière dont on négocie un contrat avec comme je disais, une minette, mais une jeune mannequin de 15 ans, mais évidemment baquée par ses parents derrière. Une notion de clarté, d'honnêteté, parce que derrière... Ouais, c'est un peu ça les points de vigilance. Enfin, c'est qu'effectivement, on travaille beaucoup avec des mineurs. Donc, il faut vraiment être très à l'écoute et surtout bien expliquer tous les tenants et l'aboutissant des contrats, parce que c'est quand même pas très facile à lire. Hein. Faut avouer ça. C'est des contrats assez longs, donc, et puis souvent c'est pas forcément des jeunes françaises. Hein. Donc il faut les faire en anglais, mais même en anglais, si vous avez une serbo-croate qui a 14 ans. Compliqué. C'est un peu plus compliqué. Donc ça, c'est effectivement il faut vraiment être attentif à ça et accompagner beaucoup sur ces sujets-là, avec les parents. Beaucoup de clarté, beaucoup de vulgarisation. D'explication plus. Même. Plus d'explication, ok. Parce qu'à l'époque, je recommence, mais il n'y avait pas tellement de legal design. Hein, donc les contrats, c'était quand même un peu ardos. Et donc, comment ça se passe il faut prendre le temps avec chacune des personnes pour... parfois, oui. C'est l'opérationnel qui le fait Alors, dans un premier temps, il y a beaucoup d'agents qui expliquent, parce que nous, on a expliqué les contrats, ils les connaissent. Mais après, quand vraiment il y a des points de friction, là, c'est le juridique qui va expliquer, quoi. Ok. Parce que il y en a quand même beaucoup, effectivement, dans un concours avec beaucoup de mannequins dans 70 pays. Je te laisse faire le calcul, mais ça fait beaucoup de contrats. Donc, j'imagine. Et ça revient tous les ans, donc. Et c'est pas la seule chose à traiter. Voilà. Ok, sympa. Et puis il y a des choses qui sont un peu moins sympas quand même. Parce que le mannequinat, c'est aussi un monde au recoin un peu plus sombre. On le sait tous, avec des sujets liés à l'anorexie, au harcèlement, aux agressions sexuelles, au viol. Et évidemment, c'est pas uniquement, le monopole du mannequinat, ça arrive dans tous les secteurs. Ça peut aussi arriver dans la chimie, mais voilà, c'est quelque chose qu'on voit peut-être un peu plus souvent dans le monde du mannequinat. Et justement, en septembre dernier, j'ai fait mes petites recherches. Le parquet de Paris a ouvert à l'encontre d'une figure phare d'élite
qu'on ne nommera pas, une enquête justement pour viol et agression sexuelle, et il y a eu justement des témoignages de mannequins de l'époque qui dans les médias. On va pas rentrer dans le discours politique ni quoi que ce soit, et on va pas te demander ton opinion personnelle, on va plutôt te demander ton opinion en tant que juriste. Est-ce que ça implique des points de vigilance et des challenges au niveau juridique de s'assurer, comment on s'assure que ce genre de choses n'arrive pas. Alors, je l'ai un peu dit, mais c'est vrai que comme on travaille beaucoup avec des mineurs, il faut vraiment s'assurer, se baquer là-dessus et expliquer beaucoup, avoir beaucoup de communication avec les parents. Mm-hmm. Il faut vraiment éviter la petite jeune qui vient toute seule, qui est pas accompagnée. Enfin voilà, ces points-là déjà, ça doit attirer l'attention. Enfin, elle est mineure, donc si elle nous dit non, mes parents sont d'accord, mais non, en fait, s'ils sont d'accord, ils viennent. Enfin, mais voilà. Donc ça déjà, c'est des points importants parce que il faut qu'on puisse vérifier et même voir. Enfin, les parents, quoi, les représentants légaux, c'est pas les parents, mais donc ça, c'est un vrai point de vigilance. Et puis après, il faut pas. Mais ça a pas mal changé. Mais il faut éviter effectivement de donner des conseils, je sais pas moi, diététiques. Enfin voilà, chacun vit sa vie. Si elle a le corps qu'il faut, très bien. Sinon, tant pis. Mais c'est vrai que moi, il m'est arrivé de voir des jeunes filles. Qui venaient pour, je sais pas, un casting ou des photos dans l'agence. Et il était tôt le matin, je l'ai retrouvée dans la cuisine à moitié, tiens, prends un BN, quoi, parce que là... Donc j'avais toujours des BN, moi, avec moi. J'étais connue pour ça, avec mes tiroirs de gâteaux. On a un point commun. Mais c'est vrai que... Mais c'est vrai que voilà, donc ça c'est des points, mais je pense que c'est vraiment déjà ça, les parents, enfin vraiment les représentants légaux. Et encore plus aujourd'hui, puisque avec le RGPD, moi quand j'ai été... il n'y avait pas du tout le RGPD, évidemment les données, il y avait en plus, il y a quand même beaucoup de données sensibles qui sont collectées. Parce que quand vous êtes mannequin, ça va jusqu'aux mensurations, donc il y a un examen médical qui est fait. C'est quand même donc c'est quand même assez poussé. Donc il y a quand même des données sensibles. Donc aujourd'hui, c'est encore plus le cas, enfin encore plus sensible, et il faut vraiment y prêter très très attention. Et on parle pas nécessairement d'élite, évidemment, mais dans n'importe quelle entreprise, on a vu ça d'ailleurs récemment, c'était il y a un an, dans les médias, dans le monde du journalisme sportif, avec ces journalistes femmes qui se plaignaient justement de ce qui se passait en interne et des alertes qui étaient faites en interne sur ces sujets-là, et pourtant qui n'étaient pas nécessairement toujours prises en compte. Est-ce que le juridique a un rôle dans la création de ces mécanismes-là, ou c'est plutôt la partie RH qui s'en charge ? Alors, tu en général ou chez Elite ? En général. Ouais, en général. Alors, moi, ce que j'ai vu, enfin, en tout cas, dans les dernières expériences, c'est que le juridique était très impliqué, justement, dans ces sujets. Avec les RH, mais c'était vraiment un binôme. Enfin, et c'est plutôt bien, parce que le RH tout seul, parfois, il a un peu du mal aussi à tout gérer. Et puis, le juridique, il faut quand même qu'il soit... Et puis, souvent aussi, il est au comité, il y a des comités qui se créent, etc. Donc, non, ils sont vraiment impliqués tous les deux, et ça, c'est très bien. Ouais. Et c'est notamment pour les sujets aussi lanceurs d'alerte en interne, etc. Donc il faut que le juridique soit présent et au courant. Ok. Et ce qu'il faut éviter, c'est les conflits d'intérêts, faire en sorte que les personnes... Ouais, et ça, c'est le plus compliqué quand on est collègue et qu'on développe des relations. Exactement. Ouais, ok. Bon. En 2014, donc, tu quittes la France et tu rejoins Londres, direction l'Angleterre. Tu passes un cap à ce moment-là, puisque tu rejoins la filiale britannique de Getty Images, que tous les marques te connaissent forcément, parce que toutes les photos sont marquées Getty Images. Getty, Unsplash, voilà, iStock. Unsplash, c'est Getty maintenant. Mais ok, donc Getty était ok, très bien. Getty a racheté Unsplash. C'est les meilleurs. Unsplash, c'est très bien. Donc c'est la banque d'images américaine qui est leader dans la création justement
à la distribution aussi d'images, de photos, de vidéos, et tu as été recrutée au poste de directrice juridique France, mais aussi Europe du Nord. Donc là, tu t'élargis ton périmètre d'exercice. Il me semble que forcément, c'était pas ta première expérience à l'étranger, puisque tu nous as parlé de Montréal tout à l'heure. Qu'est-ce que ça change de passer d'une direction juridique France et ensuite de passer plutôt à une direction élargie à l'Europe? Est-ce que ça change quelque chose dans sa manière d'exercer? Alors peut-être avant de parler de la direction juridique, d'abord ce qui change, c'est l'expatriation, parce que c'est vrai que même si j'étais partie à Montréal 1 an, c'était pas du tout le même contexte. Là, je suis arrivée à Londres, j'avais 40 ans. Ouais. En fait, ce qui a été compliqué, alors déjà, il a fallu que je quitte mon travail chez Elite, et puis surtout, ce qui a été compliqué, c'était que rien ne m'attendait là-bas, quoi. Donc, c'est-à-dire que j'avais pas de famille, évidemment, là-bas, j'avais pas de réseau professionnel. Tu les as pas emmenés avec toi? Alors, j'ai amené ma famille, j'ai amené mes enfants et mon mari. Enfin, oui, c'est OK. Mais je veux dire, j'avais pas d'attache particulière en Angleterre. Et c'est vrai que arriver, en fait, sans rien, sans boulot, sans réseau, c'est pas si simple que ça. Ouais. Donc j'ai eu une petite période, j'en ai fait un article, mais une petite période de doute, de solitude, et puis de plan d'action qui a fini par aboutir chez Getty. Mais c'est vrai que c'est pas simple, mais par contre je le recommande à tout le monde, vraiment, parce que c'est plus qu'une expérience personnelle, ça a été une expérience vraiment familiale pour le coup. Et aujourd'hui, je pense que mes enfants nous en sont très reconnaissants. Moi qui ai eu beaucoup de mal à l'école à apprendre l'anglais, sans trop d'efforts, maintenant ils sont... c'est simple. Ils étaient à l'école française Non, ils étaient Alors mon fils était à l'école anglaise, bêtement. Donc il comprenait absolument rien qui pouvait arriver. Ça a été un peu compliqué. Et ma fille était dans une école bilingue. Donc la moitié des cours, histoire, géo, sciences, machin, en CM1 en anglais... pareil, c'était un peu difficile. Donc, effectivement, pendant 6 mois, de toute façon, je faisais un peu l'école à la maison aussi. Oui. Mais après ça, voilà quoi. Donc, c'est vrai que l'expatriation, moi, je la recommande parce que c'est une très, très, très belle expérience, quel que soit l'âge. Donc, je voulais juste dire ça. Non, mais c'est très bien. Dans cet article, tu parles de un peu t'as vécu une sorte de mini-désert à ce moment-là, c'est ça? Ouais. Et ça a été quoi le déclic où tu t'es dit c'est bon, plan d'action, c'est ça? Alors le déclic, ça a été aussi que mes enfants étaient devenus plus autonomes à l'école et avaient plus trop besoin de moi. Et ça, je l'ai senti au bout de 6-8 mois, donc une année scolaire. Et donc là, je me suis dit bon, ok, donc là, j'ai plus vraiment besoin d'être présente, en tout cas à 100%. Je fais quoi? Ouais. Parce que moi j'avais toujours travaillé, donc je me retrouvais à la sortie des écoles avec des mamans qui elles étaient souvent femmes d'expatriés, mais qui avaient vécu ça beaucoup avant, et moi je me retrouvais pas du tout là-dedans. Enfin, c'était pas mon monde, quoi. Ça t'a fait peur? Ouais, ça m'a fait très peur. Je dis mais non, moi c'est pas ça que je veux en fait. Je voudrais travailler, et donc là ça m'a mis un coup de pied aux fesses, et j'ai commencé vraiment à chercher. Donc j'ai contacté des recruteurs anglais, alors pas 10 000, mais ciblés, 5. J'ai commencé à regarder sur LinkedIn. Vraiment, je me suis bougée, quoi. Et ça a fini par payer. Mais évidemment, il faut se bouger. Sinon, il ne se passe rien. Et alors, pourquoi ils ont choisi la française au lieu de... Ils ont choisi la française parce qu'en fait, il se trouve que chez Getty, la direction juridique Europe est basée à Londres. C'est-à-dire que Getty existe en France, mais n'a pas de juriste. Getty existe en Allemagne, mais n'a pas de juriste. Et donc, le centre, en fait, la direction juridique de toute l'Europe est basée à Londres. Donc, à Londres, effectivement, ce qui est sympa, c'est qu'il y a des Anglais, un Allemand, un Italien, une Française. Voilà, donc c'est une vraie équipe européenne, quoi. Donc, quand il y a eu le Brexit, c'était un peu compliqué, mais ça, j'avoue que c'était un petit peu difficile. Mais voilà, donc ça, c'était vraiment une très 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 belle expérience. Alors je reprends ta question, ce qui a changé, ça n'a pas tellement changé, parce qu'en fait chez Elite, j'étais effectivement sur le papier, j'étais directrice juridique France, sauf que en fait les sujets étaient très transverses et très internationaux. Ok. Finalement. Donc oui, j'étais sur le papier cantonnée un peu à la France, mais les sujets, par exemple, les contrats Elite Model Look, c'était dans tous les pays. Les contrats d'égérie, c'était souvent avec des étrangers. Donc finalement, et même les contrats de licensing. Donc finalement, bon, c'était pas si réduit que ça à la France.
Par contre, effectivement, chez Getty, là, j'avais vraiment une zone France et pays nordiques. Et là, c'était assez segmenté. C'est-à-dire que les opérationnels en France, c'était pas du tout les mêmes qu'en Suède ou en Norvège. Ils n'avaient pas forcément les mêmes attentes, les mêmes besoins. Donc, c'était assez intéressant aussi de travailler avec des personnalités très différentes. Chez Elite, moi, je travaillais beaucoup avec des Italiens. Hein, la composizione. C'était vraiment ça. Il y en a un qui me disait tout le temps ça me faisait rire. C'est quoi Sarà perché ti amo. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y a quand même beaucoup ça. Là, c'est pas du tout le même style, quoi. C'est beaucoup plus posé, beaucoup plus sérieux. Donc voilà. Donc c'est intéressant de travailler avec des gens très différents parce que c'est pas du tout le même le même quotidien, on va dire. Mais voilà. Donc ça a changé, oui et non. Parce que par essence, finalement, les sujets étaient très extraterritoriaux dans les deux cas. Donc, c'était plutôt sur le fait de travailler avec des personnes finalement d'origine et de pays différents. C'est ça qui a changé. Ouais. On le voit de notre côté chez Séraphin quand on travaille avec des clients qui ont des équipes à l'international et qui ont déployé la solution à l'international avec certains clients. C'est marrant de voir la différence de culture et de manière de travailler, de gérer les contrats. Et puis, c'est assez... c'est fascinant. Ouais, c'est fascinant et t'apprends plein de choses. Vraiment, c'est assez drôle en fait. Ok. Et c'est quoi le modèle économique d'Unsplash, enfin de Getty? C'est en gros, il y a un système d'abonnement, il me semble, aussi. Il y a aussi une possibilité de télécharger les images gratuitement. Comment Getty engrange des revenus? Alors en fait, Unsplash, là c'est différent parce que c'est gratuit. Ouais. Mais le cœur de métier de Getty, c'est vraiment de faire, c'est les licences en fait, c'est les licences payantes et les clients c'est les agences. Ok. Donc là, elles ont besoin effectivement de matière. Et en plus, maintenant, ils sont pas du tout limités à la photo. En fait, ils font beaucoup de vidéos. D'accord. Donc, ils créent aussi des vidéos. Ils font beaucoup de. Donc ça, c'est un panel énorme en fait. Ce qui doit super bien marcher parce qu'on voit de plus en plus un essor des contenus vidéo. Exactement. Que ce soit brut. Et ils ont pris le tournant assez vite. Ils sont plus connus sur l'image, sur la photo, parce qu'en plus le nom veut que. Mais en fait, même quand j'y étais, ils développaient énormément la vidéo. Déjà. Ok, donc c'était principalement des challenges de pays, encore une fois, pour toi ou Ouais. Et puis sur des sujets par exemple transverses, parce que moi j'étais en charge du projet RGPD, mais à l'époque il n'était pas encore en place. Hein. Mais c'est vrai que travailler avec l'Allemagne, enfin, j'avais pas l'Allemagne, mais travailler avec la Suède, la Norvège, le Danemark ou la France, pas du tout la même chose sur ces sujets-là. Donc c'était assez marrant. Ouais. Et tu t'es prise, à ce moment-là, quand on gère ce chantier de mise en conformité pour le RGPD en 2016, quand le texte sort, comment tu... déjà, il a fallu comprendre les textes. Hein. Il a fallu comprendre les textes, mais... Dans chaque pays. C'était ça l'enjeu. Oui, parce qu'au début, on avait plein de textes, plein de sujets, les cookies, les trucs. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe dans chaque pays? Parce que moi j'avais une zone pas seulement française, et les règles étaient différentes dans chaque pays. Donc déjà... Et t'as dû gérer les équipes un peu affolées qui se disaient on va plus pouvoir faire ce qu'on pouvait faire. Au début, elles n'étaient pas trop affolées. C'est plutôt le juridique qui anticipait, parce que finalement, laisser... Bah oui, mais justement, affolées de plus pouvoir laisser. Non? Un peu? Elles n'étaient pas trop affolées, honnêtement, au début. Okay. En 2016, ça allait encore. En tout cas, après, quand effectivement, ils étaient au pied du mur, je pense que là, il y a eu peut-être un petit vent de panique. Mais franchement, comme le sujet avait été pris assez en amont, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Donc,
ça a été bien géré, je pense. Et ce serait quoi ton conseil pour un ou une juriste qui fait face à un nouveau règlement de ce type-là, pas nécessairement sur les données personnelles, avec un texte qui sort 2 ans avant. Comment c'est quoi le premier réflexe à avoir? Faut anticiper. Faut vraiment anticiper pour pas être au pied du mur, parce qu'on a, mais c'est humain. Hein, on a tendance à reporter les sujets où on voit la deadline assez lointaine aussi. Bon, j'ai le temps. Sauf qu'en fait, ça vient super vite. Et le jour où le délai se rapproche, on n'a plus le temps. Ouais. Donc, il faut vraiment prendre ça en amont et y aller par étapes et être très méthodique, en fait. Et analyser pour bien s'imprégner, en fait, du sujet. Lire un peu tout ce qu'il y a dessus et déjà s'imprégner. Parce qu'au début, c'est pas si simple, en fait. On peut pas connaître tous les sujets de la Terre quand on est juriste. Donc, il faut s'imprégner, en fait, du sujet. Donc, moi, mon conseil premier, ce serait ça. C'est vraiment de s'imprégner du sujet et d'anticiper le plus possible. Et voir si on peut pas tout faire en interne, de se faire aider, quoi. Ne pas avoir honte de se faire accompagner. Mais oui. Alors après, il y a un problème parfois de moyens, mais même une copine, un copain, j'en sais rien. Mais voilà, faut pas hésiter. Oui, mais parfois, investir sur un accompagnement, ça évite quelques risques c'est ça. Plus tard. Et ça, il faut le mesurer aussi, il faut le chiffrer, il faut le mettre en avant. Exactement. Ok, très clair. On va laisser de côté toute cette partie Getty. On a parlé de Getty, on a parlé de ton expérience chez Elite, au sein du secteur de la chimie avec Seka. Donc en 2019, tu te lances dans le management de transition et plus récemment, là en 2021, dans le conseil en Legal Ops. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà dans un premier temps qu'est-ce que le management de transition? En quoi ça consiste? Alors, le management de transition, c'est... en fait, le manager de transition, c'est un prestataire externe qui intervient pour gérer une mission précise. Alors, la mission, elle peut aller de quelques mois jusqu'à 1 an, ou voire plus. Hein, ça peut être renouvelé, c'est assez flexible. En général, il s'agit d'un professionnel, en fait, qui a un profil assez expérimenté. En général, 10 ans, 15 ans d'expérience. Et souvent... Alors, pas toujours, mais qui a une double pratique, c'est-à-dire qui a été avocat et juriste en entreprise, parce que ça lui permet en fait souvent de s'adapter in situ en fait. C'est un peu ça et de s'adapter vite à l'environnement, parce que le sujet c'est d'être opérationnel très rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu d'expérience pour être manager de transition. Les contextes sont assez variés. Hein. Ça peut être remplacer un manager, ça peut être restructurer une organisation à un moment donné, ça peut être accompagner un changement, ça peut être un besoin, je sais pas, ponctuel pour soutenir un projet un peu lourd et il n'y a pas assez de monde en interne, ça peut être un congé maternité ou paternité de longue durée. Enfin voilà, c'est en fait des contextes assez variés. Et moi, je l'ai découvert en revenant d'Angleterre, en fait. C'est quelque chose qui n'existait pas tellement en France. Les juristes, c'était CDI ou rien, en fait. Hein. C'était CDD, généralement. Ou CDD, voilà. Mais c'était pas... Oui, effectivement. Mais la recherche, c'était vraiment le CDI. Ouais. Mais c'est vrai que l'intérim comme ça, c'était pas quelque chose qui était qui se faisait. Et en fait, ça se faisait dans d'autres secteurs, la finance, l'informatique, les achats. Mais c'est vrai que dans le juridique, ça se faisait pas trop. Et moi, j'ai découvert ça, en revenant d'Angleterre en 2018. Et il se trouve que j'ai contacté quelques cabinets. Il y en a un qui m'a plu et qui avait une mission. Et j'ai commencé comme ça. Tu peux citer le nom du cabinet? Oui, c'est Oxygène Plus avec Stéphane Lefebvre que je recommande chaudement parce que vraiment c'est quelqu'un de confiance, très professionnel et très bienveillant. Donc voilà. Stéphane Lefebvre. Lefebvre, ok, très bien, c'est noté. Voilà. Donc voilà. Et moi j'ai aimé ces expériences et c'est pour ça qu'aujourd'hui je continue. En faire et je suis ravie. Très bien. Et est-ce qu'il y a, dans la mesure du possible, est-ce qu'il y a une mission, sans citer l'entreprise, il y a une mission qui t'a marqué plus qu'une autre? Oui. Alors, ma première mission, d'ailleurs, qui m'a bien marquée parce que le contexte était un peu difficile et l'équipe que je devais gérer avait été assez malmenée et était assez meurtrie. Enfin, c'était un peu un contexte difficile.
heureusement, ils avaient un directeur juridique et secrétaire général qui était vraiment à l'écoute et qui les soutenait. Mais c'est vrai qu'ils avaient été... oui, ça avait été un peu compliqué pour cette équipe-là. Et moi, je suis arrivée dans ce contexte-là et j'ai fait des rencontres humaines vraiment très belles, très riches. Notamment, je vais les citer, mais ils se reconnaîtront, mais Franck, Catherine, Anne-Laure, voilà. Et c'est vrai que autant le day-to-day était assez difficile, mais moi, j'ai trouvé que voilà, ressouder une équipe, les écouter, les accompagner, les remettre en marche, finalement reconstruire l'équipe, pour moi, ça a été une formidable expérience parce que c'était pas au départ mon... c'est pas mon domaine, enfin, je veux dire, mais c'était plus du RH et de l'accompagnement humain. Et en fait, c'est ce que j'ai adoré. C'est le rôle d'un manager, finalement. Voilà, exactement. Donc, tu l'as appris par... Alors, je l'avais appris avant, mais là, c'était vraiment très intense. Ouais. Et c'était quasiment mon rôle principal, alors qu'au départ... j'avais aussi le business à gérer, mais finalement, c'est ça que j'ai vraiment retenu. Parce que finalement, on part du principe que les compétences, les personnes qu'on a recrutées les ont. Oui. Parfois, il faut un peu les accompagner, leur apprendre certaines choses et c'est normal. Parfois, ça roule tout seul, donc on n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Mais souder une équipe, ça, c'est une autre paire de manches. Ouais. Souder une équipe, reconstruire une équipe, les remotiver, ça demande un peu de temps et beaucoup d'écoute en fait. Et ça, je l'ai vraiment appris avec cette expérience-là et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment enrichissant. Hyper intéressant. Je vais te poser une question et je pense qu'on te la pose très souvent parce que je sais que tu as été souvent questionné sur ce sujet. Je vais pas déroger à la règle, mais je vais y apporter quand même une petite nuance de mon côté. Qu'est-ce que les Legal Ops selon toi ? Et pourquoi c'est important d'exercer, finalement d'avoir eu un passé en direction juridique pour mieux les exercer ? Alors, les Legal Ops, oui, effectivement, c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment et j'en suis très contente. C'est très bien. Pour moi, c'est vraiment avoir une direction juridique, en fait, plus performante, plus innovante, savoir repenser et plus visible. En fait, c'est ça les 3 points, je pense. Repenser les méthodes de travail, les process, l'organisation, évaluer, je sais pas, les économies d'échelle. Mais c'est aussi tout ce qui est, par exemple, le knowledge management d'une direction juridique. C'est super important. On en parle assez peu du knowledge management, mais en fait, c'est très clé, en fait, parce qu'on est tout le temps à chercher de la documentation et franchement, les copier-coller de contrats, ça suffit, quoi. Enfin, à un moment donné, forcément, il y a des boulettes, hein. C'est inévitable. C'est aussi, quand je dis plus visible, c'est faire le marketing, faire connaître le rôle de la direction juridique, ce qu'elle fait. Non, on n'est pas qu'une fonction support et un centre de coûts. Non, c'est pas que ça. Mais c'est super important, en fait. Et c'est ce travail-là qui doit être fait par le Legal Ops. Alors après, il y a aussi toutes les questions budgétaires, faire un panel de... Enfin, il y a énormément... En fait, c'est très, très large. Et pour avoir une idée assez exhaustive du sujet, le mieux, c'est de se reporter au site du CLOC. C'est une association américaine et qui répertorie 12... fonctions essentielles, et puis aussi évidemment la FJE avec la commission Legal Ops à laquelle je fais partie, mais et qui fait des super guides. Donc je vous invite vraiment à aller regarder ça parce que ça se développe et pour moi c'est super important que les directions juridiques accordent du temps à quelqu'un pour ces sujets-là, parce que le directeur juridique ou les juristes peuvent pas tout faire, on n'a pas le temps de tout faire. Non. Et il faut prendre ce recul nécessaire pour aborder tous ces sujets. Je suis très contente de voir que on avait reçu une invitée. Je connais le nom, mais qui a recruté derrière, enfin qui nous parlait de ce sujet en me disant mais j'ai pas le temps, j'aimerais vraiment recruter quelqu'un, et qui dans les semaines qui ont suivi, étant donné qu'ils ont la possibilité, qu'ils avaient le budget pour ça, a pu recruter immédiatement quelqu'un dès qu'elle a le budget. Et c'est très bien. Ouais. Et c'est une bonne... effectivement, il faut confier ces missions à une personne qui puisse avoir le temps de les faire, et puis prendre conscience aussi que ça n'est pas une perte de
temps, mais ça peut être... C'est du gain après, c'est que du gain de temps et d'argent. Et voilà, et cette personne-là doit être en capacité, et d'ailleurs elles le sont parce qu'on les rencontre, de mettre en avant le retour sur investissement, de le chiffrer, et puis les bénéfices que ça peut avoir. Voilà. Pour l'équipe et pour toutes les équipes internes connexes qui travaillent avec les directions juridiques. C'est pas que pour la direction juridique en fait. C'est super important de dire ça parce que le Legal Ops, il travaille pas que pour le juridique finalement. Ça a une influence sur tous les autres départements. Bien sûr. Ça fluidifie les relations, ça facilite la communication. Enfin, voilà, donc c'est vraiment crucial. Et moi, je sais que, aujourd'hui, on met ce nom-là dessus, mais tous les directeurs juridiques ont fait un peu de legal operation, évidemment. Et moi, je sais que quand j'en faisais et que je voulais en faire, c'était très compliqué d'avoir le temps de faire et le day-to-day, le business et ça. Et à un moment donné, quand vous êtes pris par les journées n'ont que 24 heures, vous faites le choix, et le choix est vite fait, c'est le business qui passe avant. Et donc les sujets de fond de Legal Ops, ils sont un peu relégués à après ou à jamais, quoi. Donc après on y dit ça avance pas. Bah oui, forcément, parce que on est rattrapé par le quotidien et par les sujets urgents commerciaux. Et je trouve que c'est important, et encore une fois, on pourrait penser qu'on pourrait se tirer une balle dans le pied en disant ça, mais c'est la réalité. Il faut pas avoir cette obsession de l'outil pour l'outil, mais avoir vraiment cette obsession des besoins. Exactement. C'est vraiment le point de départ, en fait. Parfois, je me souviens, j'avais interrogé dans la série Tout droit, tout simple, j'avais fait une mini-série sur les Legal Ops, et il y avait un consultant qui était venu, donc qui n'était pas juriste, et il expliquait ça, mais parfois, en fait, il suffit de pas grand-chose, il suffit d'un tout petit outil interne ou même pour avoir des résultats incroyables. Et c'est pas la peine d'avoir des technologies ou des solutions clés en main Parfois, il faut, mais déjà... Faites un audit, un état des lieux, qu'est-ce que vous avez ? Et puis, on se rend compte aussi parfois qu'un autre département, il a l'outil, mais il l'a pas dit, ou on le savait pas, et on peut le développer aussi pour la DJ. Enfin, vraiment, donc l'état des lieux, si on le fait pas, ça va pas marcher. Donc ça, c'est vraiment effectivement l'état des lieux et quels sont les besoins de chacun, quoi. Après, il faut prioriser, mais pas tout faire en même temps. On peut pas tout faire en même temps. Mais c'est vrai que c'est un peu schizophrénique pour le directeur juridique d'avoir ces deux casquettes-là, parce que le day-to-day, le business, il est là pour ça. Sauf que après, les sujets comme ça de fond, où il faut prendre ce recul et justement avoir un œil neuf. L'œil neuf, quand on est déjà dans les sujets à fond, 100%, c'est quand même très compliqué. Donc c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui a ce recul-là, c'est une grande chance, en fait. Et c'est justement le type d'accompagnement que tu proposes en accompagnement, je vais y arriver, justement, tes clients sur ce type de mission, tu leur accordes finalement ton expertise et tu gagnes un peu, tu leur fais gagner du temps, mais tu les impliques aussi dans... En fait, ils me donnent du temps pour que moi, je leur en fasse gagner. C'est une belle formule, j'aime beaucoup. C'est exactement ça. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et en gagnant ensuite, eux, du temps, ils gagnent aussi de l'argent. Et puis surtout, après, je pense qu'il y a une meilleure communication entre les départements. Et ça n'a pas de prix. Honnêtement, ça n'a pas de prix. Moi, il y a un sujet sur lequel j'ai l'impression qu'il y a très peu, peut-être que je me renseigne pas assez, mais il y a vraiment très 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 peu de focus dessus. C'est en fait toute l'exploitation qu'on peut faire des données qui sont générées par la pratique, pas que contractuelle. On va pas non plus en parler de ça juste parce qu'on est séraphin légal, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait de toutes les données qui sont générées par les contrats, par je sais pas, des notes internes, des consultations. Où est-ce que ça part? Est-ce que c'est réexploité? C'est statique, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. En fait, jusqu'à présent, c'était pas du tout exploité, et parfois même, on les avait même pas, ces données-là. Enfin, en tout cas, la direction juridique, soit savait pas les exploiter, soit ne les avait pas. Et donc, forcément, pour montrer après en fait, moi, je me suis aperçue de ça aussi en Comex. En Comex, si t'as pas de chiffres, tu n'intéresses personne. Donc, c'est pas la peine de venir avec tes beaux PowerPoint si de toute façon tu ne peux pas montrer par des chiffres concrètement ce à quoi soit tu sers, soit tu vas faire gagner de l'argent ou ne pas en perdre. Ça ne sert à rien. Donc, la donnée, il la faut.
Enfin, effectivement. Mais encore faut-il savoir où aller la chercher, comment l'analyser et ensuite la mettre à jour, etc. Donc, effectivement, ça, c'est nouveau. C'est vraiment nouveau pour le juridique. Et c'est hyper important parce que ça te permet de mettre les chiffres de son côté. C'est aussi un bon argument pour pousser un recrutement, pour pousser une stratégie, je sais pas, contractuelle, pour pousser des améliorations, pour dire en fait... c'est un peu le dernier exemple, un peu touchy, mais dire finalement sur les problèmes ne vient pas nécessairement de notre côté, mais regardez, en fait, on comprend d'où il vient et on blâme personne, on veut juste améliorer les choses. C'est un vrai enjeu pour améliorer la visibilité et la performance de la direction juridique. Et de manière fiable, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui arrivent qui font des reportings qui sont manuels. Oui, mais on ne sait pas d'où sortent les... On sait d'où sortent les chiffres, mais on ne sait pas, mais il y a cette fiabilité qui manque. Et on est tous conscients. C'est vendredi soir 17h ou lundi matin très tôt. On fait son reporting ou on le fait le dimanche pour certains. Et puis voilà. On fait quoi et on passe beaucoup de temps dessus et c'est dommage. Et c'est exactement ça. Donc les Legal Ops, il est aussi là pour ça. Très bien. Et est-ce que tu pourrais nous parler dans la limite du possible d'une mission qui t'a marqué, encore une fois? Une pratique qui m'a marquée, c'est souvent la mauvaise communication, justement, qu'il y a entre les... Alors, je dis pas que ça arrive, c'est tout le temps, hein, mais la mauvaise ou l'absence ou de communication qu'il y a entre le service juridique et les opérationnels. Alors, quand je dis opérationnel, c'est très large. Ça peut être soit la finance, ça peut être les achats, ça peut être... Et ce manque ou cette mauvaise communication, elle entraîne parfois des incompréhensions, des frictions qui peuvent être souvent balayées en un quart d'heure si on s'explique, quoi. Et si ça devient récurrent, là, il y a peut-être à se dire... effectivement, il y a un process à améliorer, il y a une méthode de travail à changer, et parfois, c'est pas grand-chose. Et ça, moi, je trouve que ça devrait être fait quasi systématiquement, même dans les c'est pas les rapports annuels, mais les... comment ça s'appelle ? Les reportings ? Non, quand on voit annuellement son chef, là, comment ça s'appelle ? Les entretiens annuels. Voilà. Ça devrait être fait même dans les entretiens annuels. Ouais. Enfin, voilà, on identifie un point de friction avec, pas forcément une personne, mais un département, etc. On met sur la table, on essaie de réfléchir à une méthode ou parfois, c'est rien du tout. Et ça fluidifie la communication. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment à réfléchir au quotidien, en fait. Ouais. Et puis prendre un peu de recul et parfois se dire qu'on peut potentiellement avoir aussi une part de responsabilité. Mais bien sûr. Il faut pas, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Il faut pas avoir peur de ça. Non. Et au contraire, on en sort grandi de dire que, effectivement, je me rends compte que j'ai eu ma part de responsabilité. Voilà. Et je l'assume. Voilà. Je l'assume et puis, on va trouver un moyen pour que ça s'améliore et puis ça va aller mieux. Puis, exactement. Puis voilà, on avance. Exactement. Je vais faire une chose que j'ai faite sur un des épisodes avec Grégoire Anquier, que tu as reçu aussi sur ton podcast. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je pique un des podcasteurs que j'écoute qui est Mathieu Stéphanie, qui fait souvent ça, mais lui il le fait pour aller faire du café. Moi je vais aller passer aux toilettes parce que j'ai bu un café et un verre d'eau. Je te laisse avec les invités, mais je te laisse leur parler du sujet que tu veux. Voilà, je t'aurai, allez, on va dire 2-3 minutes avec eux. D'accord. Have fun, enjoy. Tu n'as pas le choix. Donc là je suis obligée de parler en fait. Ouais, parle de ce que tu veux. D'accord. Je te laisse. Pas trop d'idées là. Si, peut-être un sujet qui me tient un peu à cœur, c'est le fait de donner plus sa chance à des gens qui ont des parcours pas tout à fait lisses ou pas purement académiques. Et ça, je pense que les pays anglo-saxons savent bien le faire. Et en France, on est quand même assez encore, à mon avis, trop attaché soit au diplôme, soit au parcours académique, sans forcément... regarder les expériences à côté, et ça je trouve ça un petit peu dommage. Je sais que pour avoir été dans des pays anglo-saxons comme le Canada et l'Angleterre, ils sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus ils voient ça comme une forme en fait, ces expériences-là un petit peu
hors parcours, ils voient ça comme une forme de résilience ou de chance entrepreneuriale. Et en France, on a tendance à laisser un peu de côté ces expériences et je trouve ça assez dommage. On ne peut pas tous rentrer dans le même moule et moi, j'aimerais bien que on soit un peu plus ouvert d'esprit parfois sur ces sujets de formation et ce serait formidable. Voilà. Ça y est. Rebonjour. Écoute, t'es venue juste à temps. De quoi on parlait ? Ah oui, moi j'ai envie de te poser une question parce que en regardant encore une fois tes missions et tes différentes réalisations à chaque fois dans les différentes directions juridiques, je me rends compte qu'il y a quand même un fil rouge qui est que à chaque fois, mais tu me dis si je me trompe, mais dans les 2 dernières expériences, tu as mis en place des projets Legal Tech avec des solutions innovantes. Je vais pas te demander de me dire comment tu as fait pour les mettre en place. Moi, déjà, je me pose une question pour un sujet qui me regarde un peu plus parce que ça m'intéresse de savoir. Mais chez Elite aussi, j'en ai mis. Ouais. J'ai mis en place une. Chez Elite et Getty, c'est ça ? Alors, chez Elite, chez CK, c'était du fait maison, mais voilà. Ensuite, dans mes missions de management de transition aussi, j'ai fait du Legal Apps. Donc oui, j'ai implémenté quand même des solutions. Voilà. Et ça m'intéresse en fait de savoir qu'est-ce qui te permettait à l'époque de choisir entre une Legal Tech A ou un prestataire A et un prestataire ou une Legal Tech B. Quel est le conseil que tu donnerais justement aux juristes qui nous écoutent et qui sont dans ce type de démarche ? Quel est le point sur lequel tu te disais vraiment ça, il n'y a pas, j'y vais pas ? Alors, on l'a dit un peu tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, je reviens dessus, c'est vraiment identifier les besoins internes. Mm-hmm. Si ce travail-là n'est pas fait, vous ne pourrez pas trouver. Après, effectivement, c'est comprendre les contraintes des utilisateurs, parce que, ça peut être en interne, mais il peut y avoir aussi des utilisateurs qui soient des prestataires externes, donc il faut aussi comprendre cela. Il faut identifier un peu aussi les réticences qu'il peut y avoir. Et puis après, tout bêtement, les solutions qui existent sur le marché, parce qu'il faut faire un benchmark. Enfin, moi, je sais que quand j'étais chez Elite, c'était en 2013, des Legal Tech, il n'y en avait pas non plus autant qu'aujourd'hui. Donc, il y en avait quelques-unes, mais il faut bien faire un choix et il faut vraiment identifier ces critères importants, les prioriser et ça coche jamais toutes les cases, mais faut choisir celui qui peut correspondre le mieux. Mais il y a tout ce travail en amont à faire. Ça, c'est vraiment la première étape. Et puis après, une fois que ça c'est fait, je dirais qu'il faut vraiment suivre le projet, c'est-à-dire l'implémentation. C'est bien de dire je choisis ça, mais après, il faut quand même aider à implémenter ça. Et c'est pas toujours facile. Donc, il faut vraiment être aux petits soins, en fait. C'est pas le bon terme, mais il faut vraiment suivre, contrôler, tester. Et puis, si ça marche pas, il faut le dire et il faut améliorer avec le prestataire. Mais voilà, faut un vrai suivi. Parce que sinon, après, c'est beaucoup de frustration de la part des utilisateurs et aussi de soi, parce qu'on a choisi et c'est dommage, parce que du coup, c'est vrai que moi, j'ai vu des projets, pas ceux sur lesquels j'ai travaillé, mais où il y avait eu beaucoup d'argent mis dessus, et puis finalement, ça a été abandonné quelques années après ou quelques mois après, parce que ça prenait pas, la sauce prenait pas, donc c'est quand même très dommage. Et en plus, non seulement c'est dommage pour l'outil et les gens, mais ça met un peu à mal la fonction. Vous savez à quoi, en fait. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, vraiment. Et parfois, on peut se dire aussi que si l'outil n'est pas utilisé, c'est peut-être que le besoin n'a pas été bien identifié. Non, et que ça répond pas. Ça répond pas aux besoins, donc ça ne marche pas. Non. Et donc ça, c'est vraiment. En fait, c'est la base de tout. En fait, focus besoin. Très clair pour moi. Très très clair pour moi. J'ai des dernières questions, un peu des questions rapides, même si on n'est pas encore arrivé aux 4 conseils, mais. Est-ce que tu peux me raconter ta pire nuit blanche en tant que juriste et si t'en as eu et si t'en as eu, comment c'était ? Ouais, ma pire nuit blanche. Alors, en tant que juriste ou en tant qu'avocat ? Comme tu veux, en tant qu'avocat, why not ? Allons-y. Non, alors c'est plutôt en tant que juriste, mais en tant que juriste, je me souviens, j'avais un énorme contrat à négocier avec
un pays asiatique. Et donc, déjà, il y avait quand même 7 heures de décalage horaire. Donc, on commençait tard, on finissait évidemment pour nous très tard. Et donc, il était, je ne sais plus, 3 heures du matin. On avait enfin réussi à boucler la clause, je ne sais plus quoi, c'était responsabilité ou garantie. Enfin bon, voilà. Et le lendemain, c'est-à-dire 4 heures après, ou 5 heures après, on retourne avec une autre juriste en face. Et là, elle remet tout à plat. Et elle dit non, pas du tout, ça va pas, je suis pas d'accord. Et alors moi, au début, j'ai un peu challengé. En fait, il se trouvait que cette juriste, c'était la directrice juridique. Donc, je pouvais pas... C'était un peu compliqué de la challenger, puisqu'elle était en train de dire ce qu'avaient négocié ses juristes la veille. Elle n'en voulait pas, en fait. Et donc, il a fallu tout recommencer. Et donc, ça a été des journées... et j'ai vraiment pas un souvenir... parce que j'avais l'impression toujours de faire un pas en avant et 3 pas en arrière, en fait. Et donc, ça, c'était super compliqué. Donc, voilà. Une négo contractuelle qui était... difficile. Difficile, très longue. Et puis, j'avais l'impression qu'on ne se comprenait pas, en fait. Donc, évidemment, on parlait tous anglais, mais il y avait des incompréhensions qu'on n'arrivait pas à lever. Et ça, c'est très frustrant parce que du coup, on met pas le doigt sur le sujet, quoi. Ouais, et donc, ça revient à chaque fois parce que ça revenait régulièrement. Donc, c'est pas possible, on va jamais y arriver. Donc, c'était à celui qui allait céder en premier. Donc, ça, c'était pas une. Il aurait fallu avoir une merveilleuse Maëlle Bihan pour négocier. Exactement. Ou une médiatrice, je sais pas, mais Maëlle, si tu nous écoutes. Exactement. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter ton pire ou ton meilleur échec qui t'a permis de grandir en tant que juriste ? C'est un jour où j'ai un peu un peu craqué en réunion, en fait. J'ai un peu pété un câble en réunion. Je sais pas, il devait y avoir c'était un sujet qui revenait un peu et le directeur financier vraiment Enfin, je sais pas, ça se passait pas bien et je suis sortie de cette réunion, mais vraiment furieuse. J'ai pas claqué la porte, mais presque. Et c'était en plein milieu de l'après-midi et un truc que j'aurais jamais pensé faire un jour, je suis allée au cinéma pour me calmer. Pour me calmer. Parce qu'à l'époque, j'étais pas très loin des champs et je suis allée au cinéma pour me calmer et ça m'a fait un bien fou. J'ai ri, en plus c'est un film comique, donc ça tombait très bien. Ouais. Et après, ça allait beaucoup mieux. Et je me suis dit, mais en fait, voilà, il y a un truc à faire quand vraiment vous êtes super énervé, sans crier, évidemment, il faut rester poli, etc. Ouais. Partir. Enfin, prendre l'air. Alors bon, là, j'ai pris plus que l'air, parce que j'ai pris quand même... mais ça m'a vraiment fait du bien. Et en fait, ça m'a fait grandir parce que j'ai appris ça. Je me suis dit, en fait... partir, c'est une solution. J'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu dire, je pose mes bouteilles, on s'explique. Mais comme j'avais essayé cette méthode avant, que ça n'avait pas marché, je me suis dit, je pars. Et puis, je reviendrai soit ce soir, soit demain, plus calmée. Ouais. Et effectivement, ça a bien apaisé les choses. Et on t'entendra un peu mieux, un peu plus. On t'écoutera. Oui, parce que crier, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, c'est pas professionnel. Donc, à un moment donné, voilà, il faut faire un choix. Et finalement, oui, ça m'a aidée. Et je me dis parfois, il faut savoir aussi, alors soit faire des grandes pauses, soit sortir, soit c'est pas facile à faire et il faut pas le faire à chaque fois non plus, parce que on n'est plus crédible. Chaque fois qu'il y a un truc, on s'en va. Un peu. Mais voilà, dans ces moments un peu de haute tension, moi, ça m'a. Voilà. Le cinéma, c'était très bien. J'aime beaucoup cette réponse et c'est un challenge, je pense, pour tout le monde, hommes, femmes, juniors, seniors, la gestion des émotions en entreprise sur des sujets où parfois, en fait, on est poussé à bout. Mais et sans malveillance aucune de la personne en face. Mais voilà, comment on gère ça ? Oui, et puis après, ça dépend de votre état émotionnel de ce jour-là. Voilà, on est humain, donc. Mais c'est vrai que ce jour-là, je me souviens, c'était vraiment ça. Ok, donc quel conseil ? Allez au ciné quand vous vous sentez mal. Pour ceux qui fument, allez fumer. Bon, avant-dernière question. Quels sont les challenges qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière ?
Alors d'abord des belles missions de LegalOps parce que vraiment c'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur et que les entreprises embauchent alors pas seulement des LegalOps mais créent des postes pour aussi les externes parce qu'il y a aussi beaucoup de LegalOps et c'est normal qui se positionnent en interne et qui montent en compétences là-dessus. Je trouve ça super bien. Mais je pense que les entreprises commencent aussi à comprendre qu'il faut effectivement donner du temps à quelqu'un pour ce qu'on disait tout à l'heure, pour en gagner ensuite. Donc ça c'est le premier challenge. Et puis ensuite, le deuxième c'est continuer tout droit tout simple parce que c'est quand même j'ai mis beaucoup d'énergie dedans et je suis super contente et aussi fière d'avoir créé ça avec mes petites mains si je puis dire mais le site internet et puis j'ai beaucoup de retours d'étudiants ou et ça me fait plaisir de voir que on peut aider même à une toute petite échelle mais on peut aider et être écouté sur des sujets comme ça et moi, ça me fait chaud au cœur et j'ai envie de continuer, le podcast parce que je trouve que c'est une super expérience. Enfin, tu sais autant que moi, mais vraiment, c'est donc continuer à développer aussi mes compétences en legal design parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc ces deux thèmes-là, LegalOps, legal design, et puis tout droit, tout simple. C'est ça. Rencontrer des gens à travers. Okay. Ouais, des belles rencontres humaines. Parce que ça, depuis 2 ans, c'est quand même. Enfin, moi, ça m'a pas manqué parce que justement, tout droit, tout simple m'a permis de le faire. Et vraiment, j'aurais jamais pensé rencontrer autant de monde facilement. Ça a été un vrai. Chouette truc, dû au Covid, mais c'est vrai que c'est un peu le point positif. Mais c'est ça que je peux dire. Ok. Et écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite et t'en parles avec beaucoup d'émotion, donc en fait on sent que t'es très impliquée dans ce que tu fais et je trouve ça chouette et moi je te souhaite plein de belles choses sur tout droit tout simple. Le podcast n'est pas fini d'ailleurs, j'ai l'impression d'être en fin de podcast mais ça n'est pas fini. D'ailleurs on passe aux 3 conseils de Delphine Bordier, non pas aux 4 conseils pour cet épisode. Dernière partie du podcast, tu la connais, je vais te poser 4 questions du tac au tac et un peu comme dans Question pour un champion, il faut que tu te prépares pour répondre hyper rapidement. Ok. Question numéro 1. Si tu devais révolutionner un processus métier, quel serait-il ? Ce serait le process onboarding. Là aussi, j'ai écrit un article sur l'usage de la justice, mais vraiment, alors pour l'avoir vécu, soit c'est inexistant, soit c'est très mal conçu. Et encore, je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès parce que justement avec la crise Covid, il a fallu s'adapter. Mais honnêtement, je pense qu'il y a énormément de choses à faire et je blâme pas du tout les RH parce que c'est des sujets super compliqués. Mais franchement, non, faut aller voir un peu aussi ce qui se passe ailleurs dans les autres pays. Mais il y a vraiment, on part d'assez bas, donc on peut faire que mieux, vraiment. Très clair. Quel est ton conseil numéro 1 pour bien collaborer avec ses clients internes, Delphine ? S'intéresser à ce qu'ils font. S'intéresser à eux. Et si vous vous intéressez à eux, c'est humain, ils s'intéresseront à vous. Normalement, ça marche comme ça. Et donc, créer de la confiance, je l'ai dit, mais prendre des cafés, aller déjeuner. Enfin, vraiment, moi, je crois beaucoup à l'échange humain pour créer ça. Parce qu'il n'y a que ça. C'est pas en étant dans un bureau et en annotant des contrats qu'on crée du lien humain. Et les gens, ils ont besoin de parler à quelqu'un. Ils s'en foutent d'avoir un contrat avec des marges en rouge, en vert, en bleu. Ça laisse un peu froid quand même. Et donc ça, c'est vraiment, moi, ce que je peux conseiller est se créer un réseau interne, on l'a dit, et externe. Donc ça peut être LinkedIn, mais ça peut être plein d'autres réseaux. Et parce que le jour où vous avez besoin, vous êtes bien content de les trouver. Donc, il faut savoir donner aussi beaucoup pour recevoir un petit peu. Et il y en a plein des réseaux externes qu'on peut citer. Il y a la FJE avec toutes les commissions qui sont créées, les délégations par région aussi. Ça peut être aussi hyper intéressant. Donc, ne pas hésiter à y aller. Il y a aussi le Fleet Network qui a été créé par Audrey et Pierre Landy. Et Pierre. Donc, il faut y aller et ne pas hésiter. Dernière question, ma préférée, si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations, aux générations actuelles de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il ? Alors, c'est compliqué, mais déjà être curieux, continuer à apprendre.
Enfin, vraiment, pour moi, c'est... on le dit beaucoup, mais ça peut paraître évident, mais non, ça l'est pas. Et puis, alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais pas hésiter à sortir de sa zone de confort. Enfin, faut pas avoir peur de ça. Oui, mais c'est pas le même secteur. C'est pas grave. Au contraire. Enfin, vous apprendrez toujours. Et dans la zone de confort, il y a aussi la géographie, hein, les pays, l'expatriation. Oui, ça peut faire peur, mais c'est tellement riche que, franchement, moi, voilà, c'est mes 2 conseils. J'en ai dit 2. Et la langue, ça reste une excuse parce qu'en fait, on peut pratiquer, on pourrait potentiellement pratiquer le droit partout. C'est une méthode, c'est ça, c'est une. Oui, alors effectivement, il y a des pays où c'est plus facile de pratiquer parce que c'est le civil law, mais il y a quand même énormément de pays dans le monde où on pratique le civil law, hein, et même des pays assez exotiques. Donc il faut pas avoir peur de ça. Enfin, et ce que vous amènerez. Vous ne pourrez pas être en concurrence avec des locaux. Enfin, moi, en Angleterre, je n'étais pas en concurrence avec des avocats locaux. Je ne pouvais pas. Enfin, ça n'a pas de sens. Par contre, vous amenez autre chose. Et c'est ça qu'il faut identifier. Alors là, ce serait un podcast entier, mais je vous assure que vous avez des choses à amener. Et ben voilà. Delphine vous assure que vous avez des choses à amener. C'est le mot de la fin. Un grand merci pour ce match retour parce que Delphine m'a fait l'honneur de m'inviter sur son podcast. En fait, je me suis auto-invitée sur son podcast aussi. Voilà. Donc, merci à toi, Delphine. Grand merci, vraiment. C'était un super échange et j'espère que longue vie à Parole de juriste. Voilà. Merci. Voilà. Ouais. Et puis, merci pour tout ce que tu fais. Je pense que c'est hyper important de te remercier. Et je pense que c'est pas la dernière fois qu'on se parle, évidemment, parce qu'on échangera comme d'habitude un peu plus régulièrement. Et belle journée. Il faut que j'arrête de parler. J'ai du mal en ce moment avec les conclusions. J'ai pas envie de laisser partir l'invité. Il faut que. Bon, voilà. Bonne journée. À très bientôt, Selma. Et puis, bonne continuation à tous.